Je me dois de vous présenter ma cofondatrice et associée Basma Sadani. Non pas car elle est aussi ma formidable maman, ni même car elle vous suit et lit régulièrement, mais bien parce que son parcours atypique et sa résilience m'impressionnent, elle qui a tout quitté à 56 ans pour fonder une start-up. C'est ce courage et cette force qui m'inspirent au quotidien et je souhaitais partager cela avec vous. Alors ce message, il m'a été envoyé par Nassim, le fils de Basma. Il voulait que je rencontre sa maman dans le cadre des portraits d'entrepreneuses que je publie chaque semaine. Parce qu'en tant que journaliste, je voulais comprendre pourquoi il y avait si peu d'entrepreneuses dans la tech, qui est pourtant un univers allez, en avance sur beaucoup de sujets, l'innovation, le management, alors pas du tout sur la diversité. L'entrepreneur de la French Tech, c'est un mâle blanc, de 30 ans, sorti tout droit d'une grande école de commerce ou d'ingénieur. Vous pouvez le reconnaître parce qu'il a souvent une petite doudoune sans manches, puis des petites baskets blanches. Mais derrière tous ces Thibaut, Julien et Paul se cachent des Basma, Eloa, Kenza, Rebecca, Enger et Chou. On les voit moins et on les entend moins. Seulement 12% des fondateurs de start-up numériques en France sont des femmes. Et seulement 2% des financements du capital risque sont alloués à des start-up portées par des femmes. Et à votre avis, combien d'entrepreneuses sont à la tête d'une licorne française, ces fameuses startups valorisées 1 milliard? 15? Allez, 7? 3? Eh bien non, une. Une sur 30. Alors pourquoi ces 12% ont décidé de se lancer? Souvent, c'est parce qu'elles avaient une idée, de l'expérience professionnelle, l'envie de donner un peu plus de sens à leur carrière, d'être plus libres. Mais c'est pas très facile, hein. Elles font face à beaucoup de freins. La maternité, d'abord, mais ça peut complètement les empêcher de lancer leur entreprise ou alors retarder la création de cette boîte. Il y a aussi du sexisme, voilà, encore et toujours, que ce soit de la part d'investisseurs ou de potentiels clients et partenaires. Vous comptez avoir des enfants là? Et quand là? Ouais. Et sinon, votre conjoint, il est d'accord là avec le fait que vous lancez une entreprise? Voilà, ça c'est le genre de questions que de nombreuses entrepreneuses bah, reçoivent quand elles démarrent dans l'entrepreneuriat. Voilà, bah, bienvenue en 2024. Et elles font face à un autre frein, bah, c'est elles-mêmes, hein, ce fameux syndrome de l'imposteur. Vous avez certainement déjà entendu la phrase oh là là, je peux pas, c'est pas fait pour moi. Alors oui, les femmes, elles ont tendance à se censurer, à pas oser, à pas trop prendre de risques parce qu'elles se sentent pas totalement prêtes, pas trop capables en fait. Laure, elle a passé plusieurs années dans un cabinet de conseil en stratégie pour un peu apprendre les rouages d'une entreprise et comprendre comment faire un business plan. Aujourd'hui, près d'une femme sur deux, elles attendent à peu près 10 ans en fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat, alors qu'un homme, c'est plutôt, allez, c'est divisé par à peu près 4. Autre exemple, Solène, elle a passé 12 ans chez un géant du pétrole dans le département des ressources humaines. Mais voilà, c'est une geek, elle passe sa vie à investir plein de petits montants, dans des plateformes de crowdfunding. Mais parfois entre l'entrepreneuriat, l'investissement, voilà, il y a qu'un pas. Et donc elle crée sa start-up qui est une application pour aider, les enfants à développer leurs soft skills à la maison. C'est-à-dire leur intelligence relationnelle, la gestion de leurs émotions, les capacités de communication. Comme beaucoup, d'entrepreneuses et bah, Solène, elle s'est lancée au départ et elle n'avait pas vraiment d'investisseurs. Elle n'avait pas de business plan bien précis, pas de boîte à outils, pas de parents entrepreneurs. Juste l'idée et l'envie de réussir. Pour se lancer, il faut pas se poser, trop de questions. Alors moi, j'ai entendu beaucoup d'entrepreneuses qui sont venues me voir en me disant: «Oh là là, mon produit n'est pas parfait, je peux pas me lancer tout de suite». Je leur dis: «C'est pas grave, tu le lances
Et de toute façon, il sera amélioré au fur et à mesure avec, le retour de tes clients, hein. C'est ce que les hommes y font, hein, et ça leur réussit, en fait. 10 des entrepreneuses que j'ai interrogées ont lancé seules leur entreprise, donc sans homme, femme ou femme associée. Parfois, elles l'ont fait parce que c'était par choix, parfois c'est parce qu'elles avaient juste pas trouvé, le bon partenaire. Mais même si, elles sont complètement seules, en fait, voilà, aux manettes de leur entreprise, elles sont quand même accompagnées parce qu'il faut savoir qu'il existe beau allez, un peu partout en France, des incubateurs, des accélérateurs ou alors vous pouvez vous tourner vers des experts qui peuvent vous aider, ponctuellement sur, plein de petits sujets. Mais ces femmes-là, surtout, elles sortent, en fait. Elles vont, voir d'autres entrepreneurs, d'autres entrepreneuses qui sont en train de vivre exactement ce qu'elles sont en train de vivre. Elles sortent, elles vont à des événements bien ciblés, vous voyez, comme celui-ci. Elles participent aussi à des clubs d'affaires. Alors je sais que c'est pas facile, d'aller ce genre d'événements, qui sont souvent, composés de beaucoup d'hommes. Mais en fait, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'elles restent pas derrière leur bureau, voilà, derrière leur ordinateur toute la journée, à faire des visios, en fait. Solène, elle, elle a osé. Justement, elle a sorti son fameux produit, alors qu'il est encore bien loin de la vision qu'elle a, mais au moins ça lui permet de le tester déjà, voir s'il y a un vrai, impact. Elle s'est lancée seule, mais elle l'est pas du tout. Elle réseaute beaucoup, elle va à plein d'événements, elle participe à des podcasts, elle a écrit un livre et même elle est venue toquer à, allez, beaucoup de portes, dont évidemment la mienne. Et alors est-ce que ça marche? Eh ben oui, eh oui. Surprise, ça marche. Et tout ça, ça lui apporte toute cette visibilité, en fait, ça lui apporte du business. Car c'est en sortant que ces femmes, elles vont trouver de l'argent. Comme je disais au début, 2 des financements du capital risque sont alloués à des startups portées par des femmes. Alors c'est un chiffre, vraiment déprimant, mais qui est le même partout dans le monde. Mais alors quand une femme, elle s'associe à un ou plusieurs hommes, alors là, elle a 3 fois plus de chances de lever de l'argent. Donc vous comprendrez que l'argent, il n'a pas d'odeur, mais il a clairement un genre. Pourtant, les femmes, elles ont autant d'ambition que les hommes. Et oui. Elles sont alors plus prudentes, c'est vrai, elles font un peu plus attention à leur, trésorerie. Et les femmes dirigeantes sont plus performantes en général que leurs homologues masculins. Vous allez me dire: «Vous ne me croyez pas du tout là», mais selon une récente étude, on a vu que 2 ans après leur nomination, les femmes PDG ont vu le cours de leur action augmenter de 20 en moyenne, hein. 20. C'est quand même, c'est quand même pas mal. L'entreprise d'Annabelle et Agnès, qui forment à la RSE, l'entrepreneuriat au numérique, a atteint la rentabilité en 2023, alors après des années assez difficiles, notamment liées au Covid. Et elles ont levé toutes les 2 millions d'euros auprès d'une banque et de plusieurs business angels. Ce sont des investisseurs, particuliers, c'est dans le jargon. Alors comme beaucoup de femmes, les entrepreneuses comme Agnès et Annabelle, elles vont pas réussir vraiment à convaincre les très grands fonds, d'investissement de la place. Tout simplement, parce que, ce sont des hommes qui ont fait les mêmes écoles que nos entrepreneurs blancs, dont je parlais au tout début. Ils vont donc préférer, investir, chez Thibaut et Julien qui sont leurs copains. Mais j'ai plusieurs solutions pour vous. Allez justement voir ces business angels. Vous pouvez réussir à lever plusieurs centaines, de milliers d'euros grâce à cette typologie d'investisseurs. N'oubliez pas les prêts, les subventions, on a énormément d'offres en France. On a de la chance. Allez voir des grandes familles d'industriels parce qu'eux, ils vont pas être pressés de revendre, votre start-up alors que les grands fonds d'investissement dont je parle, ils ont des véhicules, en fait, avec des durées, limitées. Et en plus, ces grandes familles, elles vont pouvoir vous apporter, évidemment cet argent, mais aussi du réseau et des compétences. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément aller voir les très gros fonds d'investissement, qui ont, un peu pignon sur rue.
voilà, parce que ça va vous faire un beau logo. Non, non, non. Il faut vous faire une liste. Et Léonore Crespo, elle, justement, elle a réussi à convaincre les investisseurs qu'elle souhaitait avoir à son capital. Et en 2024, sa start-up, elle a été valorisée 1 milliard de dollars, le fameux statut de licorne. Et donc, c'est aujourd'hui la seule dirigeante d'une licorne française. Alors, Éléonore, bon, je dois vous l'avouer, c'est quand même une tête bien faite, puisqu'elle a fait ses fameuses grandes écoles quand même, hein. Et elle s'y est associée à Romain Nicoli. Alors, Romain Nicoli, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est cofondateur d'une des rares startups françaises à être entrée en bourse au Nasdaq. Et c'est la bourse de New York. Alors, quand j'ai interrogé les investisseurs d'Éléonore, hein, pour savoir un petit peu qui elle était, ils m'ont tous dit elle a une très bonne analyse et elle noue des relations très facilement. Elle prend aussi voilà, des décisions assez impactantes et assez différentes. Par exemple, elle dit bah, moi, je n'ai pas de conseil d'administration parce que je juge que c'est trop paralysant. Son conseil, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment très peu de personnes autour de la table pour prendre ces fameuses décisions. Pour qu'on la voie et pour qu'on l'entende, eh ben, Éléonore, elle prend régulièrement la parole dans les médias. Moi, je l'ai interviewée déjà plein de fois. Pour atteindre ses objectifs, elle s'entoure de femmes et d'hommes puissants. Lors de la dernière levée de fonds de sa start-up, elle a fait entrer à son capital le fonds de Sheryl Sandberg. Vous connaissez peut-être ce nom, puisque c'est l'ancienne bras droit de Mark Zuckerberg, une des légendes de la Silicon Valley. Parce que pour Éléonore, Sheryl, c'est un rôle modèle. Pour beaucoup d'entrepreneuses, moi, que j'ai rencontrées ces 2 dernières années, vraiment Sheryl, c'est le rôle modèle qui ressort souvent. Et alors vous, je me demande, est-ce que vous avez un rôle modèle? Vous avez le droit de dire, même Taylor Swift ou Aya Nakamura, hein. C'est des entrepreneuses quand même, et oui. Tout ça pour vous dire que les femmes, elles ont vraiment tous les atouts pour entreprendre. Il faut juste qu'elles combattent évidemment ces idées reçues et appliquer quelques bonnes pratiques. Il faut bien s'entourer de personnes qui vont nous soutenir, qui vont nous apporter du réseau et des compétences. Il faut oser se lancer, oser demander de l'aide, des conseils. Il faut sortir surtout, rencontrer des pairs, entrer dans des clubs d'affaires, même si vous ne vous sentez pas à l'aise ou vous vous dites oh là là, c'est inutile. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de très très scientifique dans tout ce que je raconte, en fait. On a besoin de plus de rôle modèles aujourd'hui, plus d'Éléonore, de Laure, de Solène, d'Agnès, d'Annabelle, plus de Basma. Alors, mesdames, mesdemoiselles, je ne vois pas très bien, mais je vous pose la question. Quand comptez-vous enfin vous lancer? Merci.